Pas énergie. C'est un peu compliqué. Ils sont impossibles. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien, merci, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, je laisse la parole à notre invitée, Valérie Lemaire, chargée de mission à la MILDECA, qui va nous présenter donc l'appel à manifestation d'intérêt que nous vous avons transmis. Je lui laisse tout de suite la parole parce que je gère en même temps le chat et les arrivées sur notre webinaire. Donc, pour votre bonne information, vous avez dû l'entendre, nous enregistrons ce webinaire. Il y a pas mal de gens qui sont encore en congé, en vacances de Pâques. Donc, ce webinaire sera disponible aussi en replay. Alors, on va voir la forme, mais peut-être sur le YouTube de la CGE, mais je vous enverrai assez rapidement donc l'accès à l'enregistrement. Voilà, je laisse maintenant la parole à Valérie. Et oui, attendez, hop. Donc bonjour, je vous remercie d'être là déjà parce que je sais que pour un certain nombre, vous êtes déjà bien débordés ou alors peut-être même en congé. Ou voilà, on sait que les calendriers sont un peu compliqués actuellement. Donc je me présente, je suis Valérie Lemaire, je suis chargée de prévention concernant la jeunesse au sein de la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Donc, je m'occupe des jeunes de 3 à 25 ans et en gros, faire de la coordination avec d'autres homologues des politiques publiques qui concernent donc évidemment la lutte contre les drogues et les conduites addictives. Juste pour petit rappel, la MILDECA, on est à peu près une trentaine avec des représentants de toutes on va dire, de tout le spectre de la lutte contre les drogues et les conduites addictives, c'est-à-dire du médical, de la recherche, de l'international évidemment, parce que c'est un enjeu à l'échelle mondiale, des régaliens, donc police, justice, douane, gendarmerie, des problématiques des écrans. Enfin voilà, on est tout un panel de gens qui travaillent ensemble pour essayer de coordonner toutes les problématiques des jeunes aux moins jeunes, de la prévention à la répression. Donc voilà, ce qui vous permet de voir d'où on parle. Et donc nous, notre volonté, c'était de travailler avec vous sur un public qui était un peu spécifique, qui est un public de jeunes étudiants qui sont donc scolarisés dans des grandes écoles, qui ont donc passé un bac général, qui ont pour certains réalisé un parcours en classe préparatoire, d'autres non, mais peu importe, ils sont dans vos établissements, vous vous en occupez, et donc l'idée c'était de pouvoir travailler avec vous sur des problématiques de lutte contre des addictions, tout en déconstruisant un certain nombre de stéréotypes que l'on peut avoir sur la thématique. Alors, on a juste un petit retard technique. On voulait vous passer un PowerPoint qui ne veut pas. Eh bien, je vais continuer. En gros, ce que l'on évoque, nous, dans conduites addictives et dans produits addictifs, on parle déjà d'alcool, de tabac, donc ça veut dire des produits qui sont licites, que l'on trouve facilement donc, dans le commerce, pour lesquels, on le sait, il y a quelques problématiques de surveillance de l'interdiction de la vente aux mineurs, qui n'est pas toujours réalisée, mais on est déjà sur des produits licites. Le cannabis, la cocaïne, des produits qui sont illicites, que l'on trouve néanmoins sur le marché, et puis des addictions, ce qu'on appelle sans substance, que peuvent être, on ne parle pas d'addiction aux écrans, puisqu'on le sait, les scientifiques nous le disent, l'écran, ce n'est pas l'écran qui pose problème, c'est bien le contenu de cet écran, donc plutôt les addictions
au jeu ou des conduites, on va dire, problématiques. C'est la manière de défendre ou de présenter l'addiction à ce que tout le monde appelle les écrans, la définition de l'OMS, et les jeux d'argent et de hasard que l'on voit se développer de plus en plus dans un monde avec des Coupes du Monde, des Coupes du Monde de rugby, des futurs JO, etc., avec des plateformes qui investissent massivement pour faire jouer sur les réseaux sociaux. Et on essaye la vidéo peut-être alors du coup. Oui. Alors, nous, pourquoi on souhaitait vous parler de ces problématiques? La première chose, c'est que les neurosciences nous le disent, le cerveau adolescent, qu'ils considèrent adolescent jusqu'à 23-25 ans, est particulièrement sensible à la consommation de produits. Or, les jeunes que vous avez dans vos écoles n'ont pas encore tous 25 ans et ils sont encore au niveau cérébral, considérés quasiment comme des adolescents, même si eux-mêmes n'aiment pas entendre ce terme. Ce sont peut-être des jeunes adultes, mais au niveau cérébral, ce sont encore des adolescents. Est-ce que je peux utiliser ton ordinateur? J'ai un problème, je n'arrive pas à lancer. Est-ce que tu es connecté? Non. Tu peux connecter en 2 secondes. Alors, excusez-nous, si vous pouvez nous accorder 1 minute, on a un petit problème technique pour pouvoir… ça marche. Quand on s'entraîne, ça marche. Et quand c'est le jour J, voilà. C'est compliqué. J'aurais dû faire la mise à jour tout à l'heure. C'est bon. Merci, Aline. Ça, et maintenant, il ne nous reste plus qu'à… Et on peut Rien. le lien pour la vidéo? Ah, si, je peux aussi envoyer le lien pour la vidéo. Parce qu'on voulait vous proposer une petite intervention de 4 minutes d'un neuroscientifique, justement, qui fait de l'imagerie cérébrale, qui suit l'évolution du cerveau des jeunes et qui observe les réactions du cerveau dans des mises en situation un petit peu particulières. Alors, il travaille à la fois sur des très jeunes enfants, mais il travaille aussi sur les adolescents et les jeunes adultes. Alors, vous verrez dans sa vidéo que pour vous expliquer justement les problématiques du cerveau et en tout cas du cerveau exposé à un certain nombre de produits, il parle d'adolescents. Il le définit très rapidement à un moment en disant bien que c'était jusqu'à 23-25 ans. Donc, pour autant, voilà, ces propos concernent évidemment aussi les jeunes que vous avez dans vos écoles. Donc, c'est pour ça qu'on souhaitait vous présenter cette micro-vidéo. Il aurait voulu être là, il s'en excuse pour partager aussi avec vous, mais on pourra le rencontrer à d'autres occasions peut-être. Donc, il avait réalisé une vidéo pour la Mildeka, il était intervenu en conférence et donc il fait en 4 minutes la synthèse des propos importants qu'il souhaitait faire passer sur la problématique du cerveau et de la prévention en fait des conduites addictives. Alors, Aline, j'ai envoyé le lien. Est-ce que tu peux nous aider à lancer la vidéo? J'essaye. Je ne suis pas une spécialiste de Zoom. Non, je sais, je suis désolée. Je pense qu'il y a une mise à jour que j'aurais dû faire que je n'ai pas faite. Pour aller plus vite. Attends, parce que du coup, hop, j'arrête le partage, je relance. Normalement, ça doit pouvoir se faire. J'espère que ça va marcher.
Alors, c'est dans la discussion, voilà. Hop. Ah, ok. Oui, tu arrives sur une page LinkedIn, il faut juste faire plein d'écran. Ouais, mais il me met Microsoft Edge, ne répond plus, redémarrer le navigateur, ça va être compliqué. Ah, décidément. Vive la technologie. Alors, peut-être que là, attendez, parce que la question, c'est que je ne sais pas si je le partage actuellement. Là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Non. Hop. Si quelqu'un d'autre sait, ce serait bien. Alors, je peux partager le lien dans le chat. Tu l'as mis dans le chat, là, d'ailleurs. Hein. Je l'ai mis juste pour toi. D'accord, je comprends. Mais là, je peux le mettre pour tout le monde. Si quelqu'un peut nous aider à lancer la vidéo, ce serait super gentil. Ah, il y a des gens qui se joignent à nous, donc voilà. Alors, j'ai peut-être une idée. Ouais. Attends. Hop. Voilà. Et là, je partage ça. Alors, on voit ton écran. Ouais, c'est bon signe. Il faut juste que je retrouve le LinkedIn. Parce que là, j'ai la presse. Mais j'ai... Ah, voilà, ça y est. Est-ce que ça va marcher? Oui. Eh ben voilà. Il est là, le donc, il monsieur. est là, Grégoire Bors, donc, qui est neuroscientifique. Il travaille dans un laboratoire du CNRS et à la Sorbonne. Professeur de psychologie. Voilà. Le Merci. de neurosciences cognitives de l'éducation à Paris-Cité et de directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant à la PSIDE CNRS. Nous sommes à la MIDECA, mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Vous êtes intervenu en conférence aujourd'hui 9 mars 2023 avec Nicolas Pris, directeur de la MIDECA. Quelle était la thématique de la conférence et son contenu? La thématique de cette conférence pour la MIDECA, c'était finalement de revenir sur les particularités du fonctionnement du cerveau adolescent et en quoi prendre en compte. Et ça permet finalement de penser des politiques de prévention efficaces, notamment relatives à la consommation d'alcool et de drogue. Et donc, tout l'enjeu finalement de la conférence, ça a été d'expliquer que ce cerveau adolescent, il fonctionne un peu différemment du cerveau adulte parce que différents systèmes vont finir leur développement à des rythmes un peu différents. Et La technique n'est pas avec nous aujourd'hui. Je le sens. Bon, tant pis pour Grégoire. Aline, Parce que je pense qu'on va arrêter la vidéo parce qu'on n'entend on n'a pas. pas Je le pense son. qu'il y a un souci. Oui, mais ça s'est arrêté et on n'a plus le son. Ouais, c'est bizarre, hein, parce que j'ai vraiment mis le son à fond. Je t'en prie, non, c'est pas grave. Ah, je suis désolée. Vous prenez un peu de cours quand même. Hein. Oui, bien sûr, non, aucun problème. C'est pas, Bon, en gros. Donc, on va retourner sur notre PowerPoint. D'accord. Merci, Aline. Pardon. De rien, de rien. Bon, en tout cas, vous avez le lien dans le chat et n'hésitez pas à l'occasion à aller voilà, regarder. C'est une vidéo qui dure 4 minutes qui nous explique bien qu'en fait, le cerveau de l'adolescent n'est pas tout à fait terminé. C'est-à-dire que jusqu'à 25 ans, il est encore en construction, ce qui génère à la fois une sensibilité particulière, des réactions particulières, une sensibilité aussi
à des éléments de contexte, à une réactivité qui n'est pas forcément celle des adultes. Et donc, toutes les consommations de produits un petit peu nocifs tels que alcool, tabac, cannabis, cocaïne et autres vont avoir des effets bien plus importants et des effets sur lesquels on ne va pas pouvoir revenir en arrière dans les années à venir ou dans les années suivantes pour eux. Ça veut dire que l'altération, elle va être plus ou moins conséquente, mais en tout cas, elle sera durable. Et donc, ce qui est important, et nous, pourquoi on veut absolument travailler donc sur les jeunes et faire de la prévention auprès de ces jeunes qui ne sont plus si jeunes que ça, c'est parce qu'ils sont encore dans une phase où l'impact des consommations va agir sur leur cerveau, que effectivement, peut-être ils n'en ont pas conscience, peut-être que ça ne se voit pas tout de suite parce qu'ils ont réussi brillamment des études et que ça peut masquer des problématiques de santé qui viendront plus tard, etc. Et on le sait, quand on parle à des jeunes des problématiques qu'ils vont avoir dans 20, 30, 40 ou 50 ans, ça n'est surtout pas un levier de prévention pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter. Et ça aussi, c'est dû à la constitution de leur cerveau encore un peu jeune. Ça veut dire en clair que aujourd'hui, si on veut continuer à faire de la prévention auprès des jeunes, ce n'est en tout cas pas en leur distribuant ou en leur livrant des discours disant attention, la cigarette, c'est un cancer à coup sûr, etc., etc. Alors, je veux bien que vous montriez la diapo avec les trois petites… voilà. En gros, qu'est-ce qui… et je me permets de le préciser avant d'entrer dans la description de l'AMI, parce que c'est ce qui va être important et c'est les leviers sur lesquels on peut jouer. En gros, il y a trois éléments qui vont faire qu'un jeune ou un adulte, d'ailleurs, va avoir des consommations problématiques ou des conduites addictives. Déjà, il y a la rencontre avec un produit. Il y a des produits qui sont plus ou moins dangereux et plus ou moins addictifs. Et plus ou moins dangereux tout de suite et plus ou moins addictifs rapidement. Par exemple, on sait que la cigarette peut être finalement assez rapidement addictive, mais qu'il y a des produits aujourd'hui, dans les nouveaux produits ou dans des nouveaux produits, enfin dans des anciens produits, mais qu'on voit massivement arriver sur le marché, que sont la cocaïne, le crack, par exemple, qui sont des produits excessivement dangereux et excessivement addictifs. C'est-à-dire qu'on peut très vite, en une ou deux prises, devenir addict, bien que souvent on s'en défende. Il y a un deuxième élément qui agit sur l'entrée ou pas dans les consommations, c'est ce qu'on a appelé l'environnement plus ou moins protecteur. De cet environnement plus ou moins protecteur, par exemple, c'est l'interdiction de vente aux moins de 18 ans d'alcool et de tabac, qui est censé être un environnement protecteur. Il y a ce que vont faire les adultes autour, en ayant des discours assez clairs sur les enjeux et les problématiques liées aux consommations. Il y a aussi les publicités. On le voit aujourd'hui, bien que la loi E20 s'applique pour les publicités sur l'alcool et le tabac, on voit aujourd'hui beaucoup de contournements de ces publicités, via les réseaux sociaux, puisqu'ils ne figurent pas dans la loi E20, ils n'existaient pas à l'époque, et en même temps, on voit des stratégies marketing d'alcooliers qui, sous couvert de présenter des produits sans alcool maintenant, certaines bières sans alcool, profitent de cette possibilité pour finalement inonder de publicité avec un packaging et un marketing qui est quasi identique à leurs produits avec alcool. Donc, on sait que les limites sont toujours très floues et qu'il est excessivement compliqué de protéger les jeunes et même les adultes face à ces publicités massives. On le voit sur les jeux d'argent et de hasard. Je crois que toute personne qui est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'elle ait joué ou pas, elle va à un moment donné tomber sur une publicité ou sur un appel à jouer avec des arguments quelquefois un petit peu limites
il y avait une publicité qu'on avait réussi à faire interdire qui était tout pour la daronne, par exemple, qui sous-entendait qu'on jouait pour amener de l'argent pour la famille. Enfin, voilà. Et donc, cet environnement, eh bien, on en fait partie en tant qu'adulte, en tant qu'école, etc. Et mine de rien, on génère quelquefois des autorisations implicites sans s'en rendre compte. Parce que voilà, on a des habitudes de vie et sans doute que notre génération était peut-être un petit peu plus protégée. En tout cas, elle n'assure pas toujours cet environnement protecteur nécessaire pour ne pas entrer dans les consommations. Et puis à côté de ça, il y a le troisième élément qui est les caractéristiques individuelles, des gens plus fragiles, des parcours de vie, des rencontres qui font qu'à un moment donné, tout peut très bien se passer jusqu'à voilà, un certain âge ou une certaine situation de vie. Et puis un jour, il se passe quelque chose et on peut se retrouver à craquer, à être incité à essayer, etc. Donc, ce sont en gros les trois éléments caractéristiques qui vont devenir finalement trois leviers aussi dans la suite et dans la prévention. Et tout ça, donc là, je vais vous demander, s'il vous plaît, la diapo suivante, dans un contexte général qu'il est important de resituer, même pour nous en tant qu'adultes. Aujourd'hui, on a été très, très choqués pendant la période du Covid, du décomptage qu'on venait nous faire et des sommes de décès liés au Covid. Aujourd'hui, ce comptage, il pourrait se faire rien qu'en considérant le tabac et l'alcool. Aujourd'hui, le tabac, c'est 75 000 décès par an. L'alcool, c'est 41 000 décès par an. 41 000, ce ne sont pas que les accidents de la route, vous l'imaginez bien. Donc, si on prend le tabac et l'alcool, on est chaque année sur un demi-Covid qu'on égrène, qu'on accepte finalement, tout à fait implicitement, et pour lequel, on le sait, un certain nombre de ces morts sont parfaitement évitables. Alors qu'en parallèle, quand on regarde les décès liés à des drogues illicites, on est à 1600 décès par an. Donc, c'est important d'avoir ces échelles pour se rendre compte à quel point le tabac et l'alcool sont nos premiers combats, sont les leviers importants et sont des choses qu'il faut vraiment traiter en priorité. Aujourd'hui, l'alcool, et ça, d'autres chiffres sur les violences qui nous viennent donc forcément de police-justice, nous montrent que c'est plus d'un tiers des violences quand ça a été répertorié par la justice, mais ça veut dire des rapports sexuels non consentis, non protégés, ça veut dire de la violence intrafamiliale qui on est auteur, victime, témoin, un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, dans les enquêtes qualitatives, on nous dit qu'un Français sur 5, ce qui est quand même énorme, est gêné par l'alcoolisation d'un tiers, c'est-à-dire un enfant, un conjoint, sans que ce soit une alcoolisation qui mène à de la violence, mais qui, quelque part, gêne un petit peu dans la vie courante. Et donc, vous comprendrez que dans l'AMI qu'on propose, traiter du tabac et de l'alcool, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire, c'est un incontournable de la prévention aujourd'hui, de la prévention pour les jeunes actuellement, mais pour leur avenir. Quand on regarde les niveaux de consommation, on est à 13 millions de fumeurs quotidiens, malgré toutes les campagnes qui peuvent être faites, malgré tous les accompagnements médicaux et autres qui sont faits, et bien qu'on essaye d'appuyer sur tous les leviers possibles que sont l'interdiction de fumer dans un grand nombre de lieux maintenant, les sensibilisations, les campagnes des mois sans tabac, le prix qui augmente, qui est une volonté pour réduire l'accès, en tout cas réduire l'accès des jeunes à ce produit, etc. Concernant l'alcool, les médecins nous disent qu'on est à plus d'un quart de la population adulte qui est au-dessus des repères de consommation à moindre risque. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il ne faut pas boire, on dit attention, il y a des repères de consommation
qui sont recommandés par les médecins en termes de santé publique, qu'ils sont 2 verres par jour et pas tous les jours. 2 verres par jour et pas tous les jours, ça veut dire globalement pas plus de 10 verres par semaine. Or, on le sait, dans une soirée, souvent, on est sur des consommations qui sont quasi à 10 verres pour un certain nombre de jeunes. Un autre produit qui pose des problèmes de santé publique aussi, qui a été très banalisé dans les discours, qui est le cannabis. Les études médicales nous montrent qu'il y a à peu près 900 000 usagers quotidiens, avec un déplacement, et je vous le montrerai dans les chiffres, de la consommation. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement réservé aux jeunes, des adultes consomment, et des adultes âgés parfois, avec une méconnaissance du produit, c'est-à-dire que le cannabis d'aujourd'hui n'est pas le cannabis d'hier. Le cannabis d'aujourd'hui est beaucoup plus dosé en THC, en produits stupéfiants, et ça veut dire qu'il est beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. C'est-à-dire que banaliser une consommation de cannabis chez les jeunes sous couvert de se dire « Oh, moi j'ai peut-être fumé un joint et je m'en suis bien sorti », est un leurre parce que ce n'était pas du tout le même produit. Et ça, il y a une méconnaissance sur ce produit qui fait qu'il y a une forme de banalisation. On nous dit aussi, dans les arguments, on nous dit oui, mais aujourd'hui, il y a bien du cannabis médical. Oui, il y a du cannabis et il y a des tests qui sont réalisés. Dans ce cannabis médical, ce sont des cachets. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui étaient volontaires et quand on leur a dit, bah oui, vous viendrez prendre à l'hôpital un cachet tous les jours, là, du coup, il y avait beaucoup moins de monde puisque effectivement, ce n'était pas du cannabis récréatif, fumé, etc. Et par ailleurs, on le sait, les études médicales n'arrêtent pas de le dire, mais on est peu entendu là-dessus, ça n'aide pas à dormir. Au contraire, il y a une espèce de cercle vicieux qui est que les gens pensent que ça aide à dormir, ils l'utilisent un peu comme un placebo, ils arrivent à se convaincre que peut-être, mais au final, la consommation régulière, elle nuit au sommeil et elle abîme le sommeil. Donc voilà, sur tout un tas de discours qui ont été portés, il y a des explications médicales qui vont à l'encontre de ces discours, on va dire, de banalisation de cette consommation et qui font qu'il est important de repositionner ce produit clairement comme un produit dangereux et interdit en tout cas pour la population et encore plus pour les jeunes. Un autre produit que l'on voit arriver, et la presse vous a sans doute alerté aussi, on parle de vague blanche, qui est la cocaïne. La cocaïne arrive en masse, elle est largement diffusée, et comme elle est largement diffusée, son prix baisse, elle devient très accessible, et on a le sentiment, nous, de vivre un effet de mode, c'est-à-dire que c'est aussi un produit qui est en train d'être banalisé, que l'on retrouve dans les moments festifs, certes, mais aussi dans le milieu professionnel. Et dans beaucoup de milieux professionnels. C'est-à-dire qu'il n'est plus réservé à un milieu professionnel considéré comme festif, pas du tout. Il y a aujourd'hui des fédérations professionnelles qui s'emparent d'actions de prévention contre la cocaïne dès l'entrée en formation des jeunes parce qu'ils savent que les jeunes, dans leur milieu professionnel et dans les stages, vont être largement incités à consommer. Donc, il y a de vrais enjeux sur ce produit qui est hyper addictif, qui est très dangereux au niveau cardiaque, au niveau des AVC, etc., avec des urgences qui ont d'ailleurs fait des larges communications il n'y a pas plus tard que quelques semaines pour dire attention, on voit arriver une recrudescence massive de crises cardiaques aux alentours de 40 ans qui sont sur des gens qui n'ont absolument rien, qui étaient en bonne santé et qui sont liés à de la consommation de cocaïne. Donc effectivement, peut-être qu'un jeune aujourd'hui, il ne va pas faire une crise cardiaque, quoique, voilà. Mais en tout cas, avec plusieurs prises, en devenant addict, quelque part, il risque sa vie de manière, ou en tout cas sa vie cardiaque de manière massive. Donc, une vraie vigilance sur ce produit.
et une vraie vigilance parce qu'il y a un dérivé de la cocaïne qui est un mélange de cocaïne et d'autres produits qui est le crack. Or, beaucoup de gens ne méconnaissent le crack. On entend parler du crack aux informations concernant un quartier parisien. Or, le crack est partout. C'est de la cocaïne diluée à d'autres produits et donc il est très peu cher, très accessible, très addictif. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, contrairement pour l'alcool, pour le tabac, pour l'héroïne qu'on voit de moins en moins actuellement sur notre territoire, il n'y a pas on va dire, de méthadone ou il n'y a pas de médicament de substitution pour la cocaïne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cocaïne, le seul moyen de se guérir de la cocaïne, c'est d'aller vers de l'abstinence avec, voilà, on le voit, des gens qui sont obligés de passer en gros par l'hôpital pour être contrôlés, s'arrêter net, subir on va dire les descentes de consommation de produits, etc. Mais il n'y a pas de substitut qui permet de s'en sortir facilement et voilà, d'aller petit à petit vers un décrochage. C'est excessivement violent. Et ces produits, on les retrouve, et Pierre Palmade, hélas, a mis sur le devant de la scène, tristement, les problématiques de consommation, évidemment, et d'accidentologie sur la route. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'alcool. Il y a l'alcool, et ça, je sais que vous le faites très, très bien dans les écoles. Vous luttez massivement contre la possibilité de sortir des fêtes alcoolisées et de prendre la route. Ça, vous maîtrisez plutôt bien ce sujet. Il reste néanmoins les autres produits qui sont eux aussi vecteurs de quasi autant d'accidents de la route que la consommation d'alcool contre laquelle vous luttez massivement. Et cet enjeu, c'est aussi un coût pour la société. On nous dit souvent, pareil, comme argument, que les taxes sur le tabac et l'alcool, et notamment là, quand le prix du tabac augmente, on dit oui, tout ça va augmenter les taxes, va faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Hélas, pour lutter, pour soigner, pour accompagner, pour être présent face à tous ces consommateurs, aujourd'hui, on est à 120 milliards d'euros de coût social pour la société concernant l'alcool et le tabac, 10 milliards d'euros concernant les drogues. Donc effectivement, si on peut aussi, pour notre société, réduire le coût social du tabac, de l'alcool et des drogues, forcément, c'est du gain pour autre chose. Et si on observe un petit peu plus les jeunes, on a un certain nombre d'études faites par l'INSERM, l'OFDT et d'autres organismes tout à fait reconnus. Aujourd'hui, on est encore à beaucoup de jeunes à 17 ans, c'est-à-dire juste avant qu'ils n'arrivent chez vous. Pour un certain nombre d'entre eux, on en est presque encore à un quart de cette population jeune qui consomme du tabac et on le voit, il y a beaucoup d'alertes là concernant la puff, ce nouveau produit qui concerne moins les plus vieux, mais qui est une pré-entrée dans la consommation. On est aussi encore à près de 44% à 17 ans. Hein. 17 ans, ils n'ont pas le droit d'en acheter normalement. Ils n'ont pas le droit d'acheter ni tabac ni alcool, puisqu'on a forcément des interdits protecteurs au niveau des ventes. Mais on est quand même à 44% qui ont déclaré une alcoolisation ponctuelle importante dans le mois, c'est-à-dire presque la moitié des jeunes font du beach drinking. Et on est sur un quart de cette population jeune qui peut avoir un usage problématique de dépendance au cannabis. Donc, on le sait, une problématique qui a commencé avant l'entrée à l'école, avant l'entrée dans l'enseignement supérieur, et pour autant qui va, on va dire, se poursuivre, s'accentuer, se banaliser, etc., dans un milieu, je vous dis, où la réussite scolaire n'a pas été un problème, donc n'a peut-être pas été quelquefois un signal faible de repérage de consommation problématique. Néanmoins, on a des bonnes nouvelles puisque toutes ces consommations, elles baissent un peu et je vais vous demander, merci de passer la diapo suivante.
La dernière étude donc, de consommation de 2022, elle montre effectivement une baisse des consommations, même si on reste les premiers encore au niveau européen. Donc, il y a une baisse de l'usage récent et fréquent d'alcool, une baisse de l'expérimentation, donc cette fois sur les élèves de 3e, donc un peu avant d'entrer au lycée, mais on va dire que c'est propédeutique de ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire que si plus ils rentrent tard dans les consommations, plus leur cerveau est protégé, mieux ils vont aussi aller en termes de santé mentale, et on peut se dire que certains ne rentreront pas dans les consommations. La cigarette baisse plutôt bien et plutôt massivement parce que, hélas, les puffs augmentent. Et ce que les jeunes nous disent de la cigarette, c'est qu'en gros, ça produit aucun effet, ça pue et c'est cher. Donc, ils n'ont plus trop. Voilà, la cigarette, à part dans les milieux défavorisés, elle n'est plus du tout à la mode dans les milieux. Voilà. Les puffs, c'est les cigarettes électroniques avec des goûts. Ok. Je savais pas que ça s'appelait ça puff. Ça s'appelle des puffs. Maintenant, faut pas le faire, c'est un produit, c'est le nom de la marque, mais donc la cigarette électronique aromatisée, on va dire. Donc la cigarette classique, elle perd en consommation chez les jeunes, elle n'est plus très, très à la mode. Mais par contre, le cannabis reste, ça descend un petit peu, mais ça reste une fréquentation importante à l'entrée au lycée. Donc, en général, les consommations, et c'est l'âge d'entrée dans les plus grandes consommations, dans l'augmentation des consommations, c'est après le lycée. Donc, quand on en est là au lycée, à l'entrée au lycée, on se dit que ça ne va pas s'arranger par la suite. Évidemment, et je réponds là aux questions qui pourraient se poser sur mais que faites-vous pour les jeunes? Alors, on fait beaucoup de choses en fait déjà pour les plus jeunes et ça, on a la nécessité évidemment dans les politiques que j'aide à porter de faire à tous les âges et on le fait à tous les âges de la vie bien sûr puisqu'on fait aussi des campagnes pour les adultes et autres. Donc, il n'y a pas d'âge où c'est trop tard, par exemple, pour continuer à lutter contre ces produits. Donc, si on regarde la diapo suivante, on a cette fois quelques années plus tard, donc plutôt au niveau du bac, sur ces mêmes produits, on voit que l'usage quotidien du tabac, donc on a les années, et donc là, on est en 2021, c'est-à-dire la courbe jaune. On voit que si beaucoup essayent, peu restent dans l'usage quotidien, puisqu'on est maintenant à 15% dans l'usage quotidien. Par contre, au niveau de l'alcool, on reste quand même, donc je vous dis, à un âge pour lequel il devrait y avoir une interdiction, on est quand même à 80% des jeunes qui ont déjà consommé de l'alcool et qui vont avoir une pratique de consommation d'alcool qui a souvent commencé en famille. On a fait beaucoup de communication vis-à-vis des fédérations de famille pour leur dire attention à l'approche des fêtes de Noël et Nouvel An. On n'incite pas son jeune à tremper les lèvres, à boire un petit verre et puis à vouloir lui apprendre à boire un bon vin plutôt qu'autre chose, parce que là, on est finalement dans de l'incitation. Donc, sans s'en rendre compte, on l'a tous peut-être fait de toute bonne foi, mais il s'avère que c'est une forme de tolérance et d'une acceptation de la consommation d'alcool. Et on le voit, le cannabis, on est quand même encore à 30% des jeunes qui ont au moins essayé le cannabis et qui ont une consommation peut-être irrégulière, mais qui sont allés essayer ce qu'il en était. Dans la diapositive suivante, l'idée, c'était cette fois de vous montrer un petit peu, et ce que je disais tout à l'heure, les niveaux d'usage concernant les adultes. C'est-à-dire que là, cette fois, des gens de 18 à 65 ans. Et on voit que chez les 18-24 ans, il y en a plus de la moitié qui ont déjà fumé un joint, qu'il s'avère que jusqu'à 35 ans, ça continue à augmenter, on est à 60%, et que finalement, chez les 55-64 ans, il y a encore un grand nombre de gens qui ont déjà expérimenté et qui, dans l'usage de l'année,
on voit que la tranche 25-34 et 35-44, elle est encore importante, 10%, 16% chez les 25-34 ans. Donc, on va dire que si au départ, c'était considéré peut-être comme une consommation festive, en réalité, elle s'installe. Et elle s'installe chez des gens et elle les suit. On va dire que cette consommation les suit en vieillissant. Dans l'usage dans le mois ou d'un usage récent, on est quand même à 6,3% chez les 35-44 ans, donc des gens, on va dire, plus insérés dans la société. Et chez les jeunes qui entrent sur le marché du travail, alors après, on va dire des études supérieures, ou en tout cas sur la tranche 25-34, on est quand même à plus de quasi 9% des gens, ça veut dire qu'ils ont au moins consommé récemment, etc. Donc on voit que cet usage s'installe largement et je vous rappelle, hélas, avec un produit qui est de plus en plus fort, de plus en plus addictif. Donc c'est ce qui peut inquiéter en termes de consommation. Et non seulement il est fort, non seulement il est addictif, mais ce qu'on oublie, c'est que quand on fume un joint, on fume. C'est-à-dire qu'on met du tabac aussi dedans. Donc, quelque part, c'est une forme de consommation de cigarettes. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Je vais rentrer ensuite. Voilà, ça c'est le contexte général qu'il nous était important de poser pour déconstruire un certain nombre d'éléments de consommation, de stéréotypes de pensée parfois. Voilà, ça c'est le cadre dans lequel on voulait poser, on va dire, le travail qu'on peut faire avec vous. Question dans le chat. Et donc, la présentation plus directe maintenant vous avez compris pourquoi et de la nécessité de travailler sur tous les publics et sur des publics encore sensibles parce qu'avec un cerveau en construction. Et donc, de tous ces éléments, on a décliné, donc on va dire un petit cahier des charges avec des thématiques qui nous semblent importantes. Déjà, forcément une démarche globale, mais qui est centrée sur les principales substances, et donc vous avez bien tous les chiffres, que sont l'alcool, le tabac et le cannabis dans un premier temps, qui sont donc les 3 produits largement consommés, sans oublier un petit peu derrière la cocaïne, MDMA et ecstasy. On sait que ce sont on va dire des consommations à des moments festifs, comme peut-être le protoxyde d'azote qu'on voit arriver, mais que dans vos propositions, on va dire qu'il y a l'incontournable qui sont alcool, tabac et cannabis. Et les poppers, qu'au faut-il en penser? Moi, je pense forcément, de mon point de vue et de là où je parle, tous ces produits qui sont des mélanges festifs qui produisent un effet immédiat au moment festif, ça a plusieurs risques. Des risques immédiats, on le sait, on n'arrête pas de le dire sur ecstasy, protoxyde, etc., qui sont par exemple des chutes. On voit les urgences nous dire qu'on voit des jeunes arriver qui se sont cassés le cou de la hanche, etc. Alors, ça paraît anodin, mais c'est souvent parce que c'est l'effet immédiat du produit. La deuxième chose, c'est parce que les gens, quand ils consomment des pompeurs, c'est de l'ecstasy, ils ne savent pas ce qu'ils consomment exactement. C'est-à-dire qu'il y a peu de contrôle du dosage. C'est-à-dire qu'on leur vend un cachet, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, ils ne savent pas où il a été fabriqué, il y a peu de contrôle. Donc, c'est excessivement dangereux et compliqué, même si, on l'a vu, bon, il y a des accidents, même s'ils ne sont pas non plus, tous les jeunes ne consomment pas, il ne faut pas exagérer, mais le risque, c'est la consommation du produit, mais c'est aussi le mélange. Et souvent, le jeune qui consomme un poppers, une ecstasy, un cachet, il a souvent bu de l'alcool avant. Et le gros danger, c'est le mélange des deux. C'est le cannabis et autre chose, mais ce n'est pas souvent le mélange qu'on trouve. Le plus gros mélange qu'on trouve, c'est l'alcool et autre chose. Et franchement, les deux réunis, on le sait, font des dégâts massifs. Du coup, est-ce qu'on a répondu à votre question?
Oui, oui, parfaitement. Et j'aurais pu parler aussi, enfin, voir votre avis sur les mélanges de boissons énergisantes et d'alcool qui sont Ah, quand bah, même bien assez sûr, bien répandus sûr. dans les soirées étudiantes. Oui, avec, on le sait, des gros assauts du marketing alcoolier sur toutes les boissons à la mode. Alors, les boissons énergisantes avec de la caféine qui sont cardiaquement enfin, des non-sens pour on va dire, les cardiologues. Parce que ça, c'est bu alors qu'on est fatigué, on le mélange avec de l'alcool, etc. Donc, tout mélange de toute façon a un effet négatif. Et la deuxième chose, c'est que souvent, ils en boivent avant, en pensant qu'ils vont tenir, c'est-à-dire qu'ils rajoutent même du café simplement. Et on voit le marketing avec chaque année des nouveaux produits. Il y a ce qu'on a appelé, on l'a pas trop vu en France, mais on pense que ça va encore revenir cet été, les hard seltzer, qui sont des espèces d'eau gazeuse, en tout cas présentées comme telles, fraîches, véganes, désaltérantes, en canette, un marketing très joli, franchement, on se sent rassuré, tout ça a l'air très naturel, mais il y a 3, 4, 5 degrés d'alcool dans ces canettes. Voilà, et donc, alors même que ce n'est pas présenté comme tel. C'est-à-dire que si on ne sait pas au départ qu'il y a de l'alcool, on peut tout à fait, en plus, en consommer sans avoir fait attention. Mais c'est aussi les vins pêche et autres. Et je viens de voir un nouveau produit qui vient de sortir, là, on voit pas mal de publicités aux alentours sur les 4x3, qui sont le Vière, un mélange de vin et de bière. Donc ça voilà, qui va se boire frais sur les terrasses, soit blanc, soit rouge, un peu désaltérant, semble-t-il. Donc voilà un nouveau produit qui est en train de sortir, voilà, sans doute pour inciter à une autre et une nouvelle consommation. Donc voilà. Ça s'appelle bière? Bière. Ah ouais. C'est un mélange de vin et bière. Donc voilà, la pub est très bien faite, ça donne envie, ça donne presque soif. Donc voilà. Donc, dans le plan de prévention que vous pouvez proposer, des incontournables, effectivement, que sont tabac, alcool, cannabis. Un campus sans tabac, ça serait quand même sacrément classe. Moi, je dis, si vous y arrivez, on vous suit, même si c'est complexe, mais voilà, on voit quelques campus qui essayent dans d'autres, une université qui veut essayer d'être vraiment un campus totalement sans tabac qu'on va accompagner prochainement pour y arriver, parce que c'est pas simple de convaincre de l'intérêt. Voilà. Ça, c'est pour les produits, on a envie de dire. Vous travaillez beaucoup avec C'est pas une option, avec beaucoup d'associations qui vous accompagnent dans la réduction des risques au moment festif. C'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, assez maîtrisé dans les écoles, qui s'organise à la fois par les associations étudiantes, mais aussi par les directions d'école. Et on va dire que ça, vous savez bien faire. C'est bien de continuer, c'est bien de le faire perdurer, mais dans l'ambition qu'on porte avec vous, nous, ça serait plutôt de construire des environnements protecteurs et des réflexions partout ailleurs. C'est-à-dire qu'une proposition avec des actions uniquement sur ce que vous savez faire, c'est-à-dire la réduction des risques en milieu festif, parce que ce n'est pas tout à fait de la prévention globale, on est vraiment dans ce que vous faites souvent sur de la réduction des risques, ça ne nous suffirait pas. Parce qu'il nous semble important, et le risque, il est plus tant aujourd'hui dans les fêtes étudiantes que dans tous ces moments informels où on va acheter le pack de bière ou le verre, etc. Et on va consommer à plusieurs dans le campus, dans des divers lieux d'études, dans les chambres, etc. Et là où, assez bizarrement, les jeunes appliquent moins toutes ces consignes et toutes les considérations qu'ils mettent en œuvre pour les événements festifs. Donc, le fait qu'on puisse avoir des propositions de plan d'action qui prennent en compte à la fois les espaces,
Mais les espaces de vie, c'est ce que nous, on a appelé les différents lieux ou milieux de vie des étudiants, que ce soit autant dans leur résidence que dans les lieux sportifs, que dans leurs activités culturelles, que dans les voyages, les stages. Et effectivement, je sais que vous travaillez beaucoup dessus, mais que ce soit une globalité et pas seulement au moment que vous définissez comme les plus à risque, qui sont en général les way, les fêtes étudiantes, etc. Ce que vous faites, évidemment, c'est essentiel. Ça ne veut pas dire que ça ne faut pas le faire et qu'il ne faudrait pas continuer. Non, non, il faut absolument continuer. Hein. C'est pas, quand je dis qu'il faut le faire ailleurs, je ne dis pas qu'il faut arrêter et que ça ne sert à rien. Je dis que c'est un des éléments et que maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment l'aborder sur tous les autres lieux de vie, tous les autres moments, les rencontres sportives et autres, troisième mi-temps et j'en passe, les petits after-work, voilà, on a bien travaillé, on a rendu un truc, hop, on va aller se boire des bières ou on va aller se prendre des apéros. Oui, pourquoi pas, mais pourquoi ne pas prendre un truc sans alcool, par exemple, redonner goût et redonner l'idée que le sans-alcool, ça peut être festif aussi. On peut boire, mais on n'est pas obligé de boire tout le temps et régulièrement. Donc voilà, c'est un peu tout et explorer tous ces autres moments et tous ces autres lieux, alors qui vous sont particuliers parce que vos campus sont différents, etc. Votre rythme est annuel de festifs, d'activités physiques et sportives et autres sont bien évidemment différents, donc à adapter aussi avec vos problématiques particulières. Sur un des éléments suivants, c'est sur le discours et les postures des professionnels. Comme je vous le disais au tout début, dans les trois leviers, ou en tout cas dans les trois champs qui facilitent ou pas l'entrée dans les addictions, on sait qu'il y a l'environnement protecteur. Et souvent, on le voit soit parce qu'on banalise quelquefois les consommations, on sait que c'est important, on sait que vous limitez pour les fêtes que vous êtes, etc. Et à côté de ça, quelquefois, on n'est pas assez clair sur les risques, sur une forme de banalisation, une forme de un pot, ça ne peut pas être sans alcool. On valorise parfois les consommations en disant oui, nous on est bien passé par là, une petite biture dans une fête, c'est pas bien grave, avec peut-être des anciens parfois qui reviennent et qui incitent à consommer en disant oui, moi je reviens faire la fête parce que voilà, et on l'a fait, on s'en est très bien sorti. Donc on sait qu'on a insidieusement un petit peu ce genre de discours, soit avec des jeunes qui sont intégrés dans la vie professionnelle et qui viennent d'y être intégrés, voilà, soit quelquefois carrément par des plus anciens qui banalisent un peu, qui disent oui, enfin un petit verre c'est pas bien grave, une petite cuite ça n'a jamais fait de mal à personne, voilà. Eh bien si, rappelez-vous du cerveau de vos jeunes, si c'est grave. Et c'est d'autant plus grave que plus il a eu des marques au niveau cérébral étant jeune, plus ensuite, s'il a un problème, on sait qu'il pourra retomber dans ses consommations. Donc, c'est le protéger aussi pour plus tard, quand il aura 40, 50, ou si jamais il rencontre des accidents de la vie, c'est aussi le protéger maintenant. Donc, et être assez clair par rapport à ça. Avec la grosse difficulté, et on le sait, c'est que quand on s'adresse aux jeunes, c'est pas en one shot. Il suffit pas de leur faire une conférence où on leur dit attention, l'alcool c'est pas bien, la cigarette non plus, le cannabis non plus, et puis il faudrait arrêter tout ça parce que c'est nécessaire. Ça n'a absolument quasi aucun effet. Ça n'aide pas le jeune à arrêter de consommer. On le sait, on fait beaucoup de campagnes grand public, voilà, mais on sait que pour les jeunes, c'est un petit peu différent. Ce type de discours, ça va en concerner quelques-uns, mais pour la grande majorité, c'est pas ce qui va, c'est pas parce que vous aurez fait la conférence auprès des jeunes pour dire attention, cette année vous allez être amené à consommer, il ne faut pas, qu'ils vont diminuer leur consommation.
hélas. C'est avec d'autres leviers, d'autres formes d'approche, voilà, dont la posture des adultes. On ne va pas forcément consommer avec les jeunes, on ne va pas forcément, même si c'est des moments festifs, voilà, l'arroser avec eux, on peut les féliciter autrement. Et on le voit, les entreprises qui commencent à se soucier des conduites addictives le font beaucoup en contournant tous ces moments avec des petits déjeuners, des cocktails un peu festifs mais sans alcool, avec très bon goût et qui donnent la sensation d'eux, etc. Donc, une vraie volonté de ne pas dramatiser, mais d'avoir un peu des postures exemplaires aussi parfois. Et la diapo suivante. Je remercie mon double qui fait attention à moi à distance. Donc, vous êtes aussi et vous allez former et vous avez autour de vous des employeurs. C'est-à-dire qu'une école, c'est aussi un employeur. Il y a des personnels, il y a des étudiants et on sait que la qualité de vie des salariés, elle a un impact sur les étudiants. Aujourd'hui, à la Mildeka, on travaille aussi en prévention pour les entreprises. Forcément, des démarches que vous connaissez peut-être peu parce qu'on ne fait pas de la pub grand public, hein, on travaille, etc. Mais peut-être qu'en tant qu'école, il nous semblerait important qu'au niveau de la direction, soit aussi porté vis-à-vis des salariés, puisqu'on est sur une démarche de prévention globale, des questionnements et un accompagnement dans une démarche que nous, on propose, qui s'appelle une démarche ESPER, qui était les entreprises et les services publics s'engagent résolument pour aussi, auprès des adultes, si on veut que les adultes soient exemplaires et puissent accompagner et puissent briser aussi le tabou des addictions, on se dit qu'il faut aussi le faire vis-à-vis des personnels. C'est un peu comme une tenaille, c'est-à-dire que si on se veut d'être exemplaire vis-à-vis des jeunes, accompagnons aussi des adultes qui pourraient en avoir besoin et qui pourraient eux aussi, dans leur pratique du quotidien, être sensibilisés à toutes ces problématiques de santé, de bien-être au travail, parce qu'on sait que les addictions, elles existent en entreprise sous plein de formes et que peut-être ça serait l'occasion aussi de pouvoir en parler avec les employeurs, avec la médecine du travail, mais pas seulement, pour que justement, ça ne reste pas une problématique de médecine et qu'on soit bien sur, sur des choses que l'on peut dire, qu'on peut aborder, qu'on peut soigner sans stigmatiser les gens, sans que les gens aient peur. Il ne s'agit pas de… et on le sait, la complexité de cette thématique, c'est qu'on va toucher sur des choses qui sont à la limite entre le professionnel et le personnel et que ceux qui ont essayé d'avancer là-dessus, souvent, ils sont face à des gens qui disent « enfin, ça c'est de l'ordre de ma vie privée ». Oui, mais enfin, si l'employeur peut permettre que sur le temps de travail, ça puisse être quelque chose, en tout cas sur ce temps-là, dans lequel on protège ses salariés, effectivement, voilà, c'est une thématique qu'on aimerait bien que vous puissiez explorer dans une démarche globale. Bien, les jeunes, les adultes, en gros, tous les gens qui sont sur vos campus. Alors, pour faire tout ça, dans la démarche que vous allez proposer, il nous semble important, et c'est important aujourd'hui, de ne plus travailler tout seul. Une démarche sur tout un campus, ça veut dire aussi, alors s'il y a plusieurs établissements, si vous avez des voisins, on le sait, hein, quand j'étais venue à Marseille l'année dernière ou encore cette année pour C'est pas une option, on le voit bien, on est sur des sites qui accueillent plusieurs établissements. Vous pouvez tout à fait vous mettre à plusieurs, délimiter un site à Marseille, quand on voit bien, hein, quand on prend le bus, on s'arrête à une école et puis une autre juste derrière, le Crous qui était juste avant, etc. Donc évidemment, si vous vous mettez à plusieurs, parce que finalement les jeunes consomment à peu près de la même manière, à peu près aux mêmes endroits, etc., c'est encore mieux. Enfin voilà, n'hésitez pas, hein, ce n'est pas une démarche par école.
Ça peut être vraiment une démarche globale sur un site en particulier. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que vous aurez des liens, on va dire, à plusieurs. Vous pourrez partager des expériences, voilà, des analyses, etc., mais aussi avec la vie associative, sportive, culturelle des étudiants. Avec sur un campus aussi, un campus, c'est sur une commune ou c'est sur une intercommunalité. Il y a des services de l'État, médicaux, des XAPA pour le soin. Il y a des acteurs associatifs locaux qui sont souvent eux-mêmes spécialistes, très impliqués, qui ont déjà des idées d'action, etc. Partager les forces, partager les problématiques, c'est souvent très intéressant de se mettre autour d'une table et dire, voilà, on a un objectif commun, comment chacun peut prendre un petit bout des choses. Il y en a qui sont très, très bons en réduction des risques pour des soirées ou pour des événements festifs, par exemple, liés à la vie associative. Appuyez-vous sur eux, ils peuvent vous aider. Eux, ça leur permet de s'expertiser, de faire passer des messages que peut-être une direction d'école ferait bien moins passer ou bien moins bien. Voilà, utiliser toutes les forces en présence. Souvent, elles sont très volontaires, les associations locales, pour que chacun un peu trouve sa place, voilà, sans ne considérer que les têtes d'association aussi, parce que je sais que vous faites beaucoup de formations ou d'informations auprès des responsables d'associations, et il faut recommencer tous les ans, parce que chaque fois, ils sont des nouveaux. Peut-être que d'autres, dans des associations auxquelles on ne penserait pas, des associations sportives, mais aussi culturelles, et puis l'association, justement, la junior entreprise et autres, peuvent être aussi des leviers intéressants avec, quand ils réfléchissent, voilà, avoir des démarches, comme on a une démarche un peu éco-responsable aujourd'hui, avoir une démarche un peu plus responsable en termes d'addiction. Typiquement, pour citer que cette anecdote, on travaille, nous, avec préfecture, ville de Toulouse et partenaires un peu locaux en vue de la préparation de la Coupe du monde de rugby. La Coupe du monde de rugby à Toulouse, elle commence le 8 septembre, c'est en pleine rentrée universitaire quand même, hein. Donc, ça veut dire que localement, là, il va y avoir un gros enjeu on va dire, à mon avis, de prévention. La ville est très armée, de prévention sur plein de problématiques, parce que la ville va travailler aussi sur la prévention des violences sexistes, mais aussi de la prostitution, par exemple, avec l'alcool, en publiant des messages dans tous les hôtels, comme quoi, par exemple, non, on n'a pas le droit d'aller chercher quelqu'un de tarifé en France parce qu'on vient à une Coupe du Monde. Le tout, voilà. Alors, eux, ils traitent de toutes ces problématiques globales. Et nous, oui, donc, avec la ville et la préfecture qui travaillent avec les hôteliers. Ils vont aussi travailler sur les problématiques d'alcool. Mais ça veut dire que tous les campus qui sont autour de Toulouse, on se doute bien que les jeunes vont aller voir des matchs, vont aller au troisième mi-temps, vont aller dans les fan zones, etc. Donc, voilà. Mais c'est aussi peut-être travailler avec les associations sportives, parce que le sport, c'est aussi une manière de lutter contre les addictions. C'est le sport santé. Peut-être que les assos sportifs pourraient, dans leur action annuelle, proposer une activité à destination des jeunes ou d'autres, etc. En disant, voilà, faire du sport, c'est aussi prendre soin de ma santé mentale et de lutter contre les addictions. C'est, voilà, peut-être questionner d'autres entrées. Ça va, je suis claire jusqu'à maintenant. J'ai l'impression de vous assommer de consignes et d'informations. Est-ce que vous avez des questions? Ça va, vous survivre, j'espère. Est-ce que vous avez des questions peut-être à ce stade? Petit point d'étape. Non? On peut continuer. Je continue avec, donc voilà, on était dans tout ce contexte. Donc des objectifs plus opérationnels sur lesquels on veut que vous puissiez réfléchir. Comme j'ai pu le faire avec vous en essayant d'expliquer le contexte général des consommations, les risques qui sont liés à ces consommations. Je n'ai pas
trop développé, mais un petit peu en raccourci quand même, aider les adultes encadrants à identifier les enjeux. Ça voulait dire aussi pour nous peut-être remettre à niveau tout un tas d'adultes et pas ceux qui sont en train de s'occuper de la prévention. Ceux-là, ils sont convaincus. Ils ont les informations, ils les manipulent, etc. Mais sensibiliser l'ensemble des autres adultes, soit par la démarche ESPER, c'est-à-dire parce qu'ils sont des professionnels, ils encadrent des équipes dans les écoles et qu'il y a peut-être des choses à faire, mais avec peut-être, on va dire, déconstruire des stéréotypes de pensée par rapport aux conduites addictives, parce qu'on le sait, quand on dit conduites addictives, les gens, ils pensent tout de suite drogue dure. Et je vous l'ai montré, quand nous, on parle conduite addictive, on vous dit, attention, c'est d'abord tabac, alcool. Voilà. Et d'ailleurs, souvent dans vos présentations, je l'ai vu et aussi à C'est pas une option, on met un peu l'alcool à part, comme s'il n'était pas un produit addictif, par exemple. Il est un produit qui gêne un peu pour les effets qu'il produit sur les fêtes, mais finalement, on le considère plutôt comme ça que comme un produit très addictif. Or, on le sait, insidieusement, et je vous l'ai montré, il y a plein de gens qui sont concernés par ces consommations du quotidien sans pour autant se penser addicts. Donc voilà, donc peut-être resensibiliser les adultes encadrants sur ces problématiques et sur la fragilité du cerveau. Grégoire Borsk n'a pas pu être là aujourd'hui, alors je suis désolée, on ne voit pas bien la vidéo, mais vous aurez le lien, est prêt à revenir faire une ou plusieurs conférences ou à enregistrer des choses pour vous si besoin. Ou d'autres, on a quelques autres neuroscientifiques avec lesquels on travaille qui sont prêts à faire ce genre de choses pour un peu diffuser justement toutes ces informations sur la construction du cerveau. Tout n'est pas que psychologie, il y a de la neuroscience aujourd'hui et tous les progrès en neurosciences nous aident à mieux comprendre un certain nombre de choses. Donc effectivement, déconstruire les stéréotypes, les représentations liées aux produits, ça nous semble assez intéressant. Le blackout peut être produit par l'alcool ou une consommation massive d'alcool, voilà. Alors, sur le chat, on dit que tu n'as rien d'assommant. Ah, c'est gentil. Merci. Non, parce que je sais que le sujet n'est pas forcément évident. Voilà, je touche à des choses qui peuvent, qui sont de nos habitudes de vie aussi. Donc, dans la diapo suivante, vous l'aurez compris, ce qu'on veut, c'est surtout que vous ne vous limitiez pas à la prévention des risques en situation festive. Un dossier qui ne présenterait que ça, je vous le dis tout de suite, on le trouvera intéressant parce que c'est ce que je vous dis, il faut le faire et surtout continuer, mais ça ne serait pas un dossier retenu parce qu'il n'englobe pas toutes les autres problématiques des autres milieux de vie, comme j'ai dit, des différents partenaires, etc. Donc, je le redis, continuez, mais ce n'est surtout pas le seul angle d'attaque qu'il faut privilégier, en tout cas dans le travail qu'on veut mener avec vous. Je dis qu'on veut mener avec vous parce que dans la structuration ensuite du travail, il y aura un comité de pilotage et nous, on sera là. On viendra, on assistera, on viendra voir des expérimentations, etc. C'est-à-dire qu'on ne vous lâche pas. On viendra vous embêter dans le suivi. Sachez-le. Développer une dimension transverse, c'est ce que je dis et je redis. En fait, aller chercher les autres partenaires, aller chercher les CROUS, ne pas s'enfermer uniquement dans les services de santé étudiants, même s'il y a des étudiants relais santé, aller chercher l'engagement étudiant. Ils le font sur les VSS, ils le font sur des thématiques sur l'impact écologique. Aller chercher ces thématiques aussi. On le sait, aujourd'hui, la consommation de stupéfiants, quand on consomme des cigarettes, quand on consomme du cannabis ou de la cocaïne, on a un vrai impact écologique. On consomme de l'eau massivement, ou on fait consommer de l'eau à des gens qui ne font pas de la culture vivrière, qui font de la culture pour que nous, on puisse s'amuser dans des pays très lointains.
Donc oui, on a un vrai impact écologique et peut-être que des fois, il faut oser le dire comme ça et faire en sorte que les étudiants puissent peut-être s'emparer de ces discours et que dans leurs enjeux écologiques, il y ait aussi la baisse de ces consommations. On parle souvent de la baisse de la consommation de produits carnés et autres. Pour autant, la baisse de la consommation de produits stupéfiants, dès le tabac et autres produits illicites, ça en fait partie. Ça fait partie de notre empreinte écologique de développement durable. Donc peut-être, voilà, questionner ces autres thématiques ou faites-les questionner par des étudiants. Hein, vous avez des étudiants de très bon niveau qui peuvent facilement avoir accès à, voilà, à des recherches, à des questionnements. Je sais que l'école d'économie de Paris aussi avait commencé à réfléchir aussi sur le coût écologique de toutes ces consommations. Donc, ça peut être voilà, des axes d'entrée un petit peu différents à questionner. Dans les acteurs à associer, et bien surtout, faites faire par vos étudiants. Faites-les vous dire des choses sur la manière peut-être dont vous les abordez. Pour être allé, je vais les citer, je les remercie d'ailleurs à l'ENSA Strasbourg. Voilà, on a travaillé sur ces problématiques. On avait une réunion justement avec des partenaires associatifs. Ils avaient invité plusieurs types d'étudiants, pas forcément les représentants, présidents d'associations, et qui avaient pu leur dire des choses effectivement sur les milieux de vie, sur comment ils n'avaient pas eu l'info, sur comment ils aimeraient s'emparer de la problématique. On peut avoir différents types d'étudiants qui, eux, font ces campagnes, font ces démarches, s'emparent de ces thématiques de prévention, soit les étudiants relais santé, mais plein d'autres, parce qu'ils ont des connaissances, parce qu'ils peuvent porter des choses, ils peuvent faire des vidéos. Je sais que l'Université de Bordeaux, ce sont les étudiants qui avaient fait sur la santé mentale des vidéos à destination de leurs copains, copines, pour qu'ils osent dire qu'ils n'allaient pas bien. Donc maintenant, avec un smartphone, un petit logiciel de montage, les jeunes font ça très bien. Donc voilà, il y a vraiment, laissez-les, sollicitez-les pour faire des choses. Et je vous dis, pour vous dire aussi des choses sur ce qu'ils aimeraient voir, eux, en termes d'attention, de prévention. Parce que peut-être que vis-à-vis des jeunes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, souvent le discours adulte, c'est oui, ils nous cassent un peu les pieds, l'administration, ils veulent qu'on déclare les fêtes, ils nous empêchent de, etc. Ben, si c'est eux qui le font, des plus anciens vis-à-vis des plus jeunes, etc., ou par une forme de tutorat, enfin tout est inventé, sincèrement, ça passe beaucoup mieux. Ça se diffuse, ils ont les réseaux sociaux, ils ont leur propre réseau. Voilà. Utilisons ce qu'ils savent faire et ce qu'ils font très bien. Donc, en tout cas, autour de cette thématique aussi. Et puis, si vous travaillez avec des entreprises, on le sait, les conduites addictives, elles sont aussi quelquefois générées par les stages en entreprise. Et peut-être avoir un axe de réflexion sur la préparation de l'année de césure pour certains, du stage en entreprise pour d'autres, armer les jeunes pour ça, pour qu'ils puissent dire non à certaines consommations, on le sait, pour s'intégrer. On va boire un petit verre après le travail, on fait un certain nombre de choses, il y a la pause clope, on voit qu'il y a des habitus en entreprise comme ailleurs, qui sont portés d'ailleurs par des conduites addictives. Peut-être que travailler avec les jeunes sur, voilà, vous allez aller en entreprise, voilà, il y a des habitus, elles sont importantes pour s'intégrer, mais comment on s'en protège aussi? Ça, c'est peut-être des choses, voilà. Et puis, un travail dans le lien avec les entreprises, c'est-à-dire que quand on sait que le jeune a été incité à consommer notamment de la cocaïne, parce qu'ils nous le disent, donc voilà, on le sait, il y a des entreprises qui incitent et qui disent aux jeunes, allez, pour tenir, vas-y, prends ça, tu risques rien. Peut-être qu'à un moment, il faut leur dire à l'entreprise, ok, vous êtes un lieu de stage, mais enfin bon, c'est un petit peu interdit. Et puis, si votre jeune il fait une crise cardiaque parce qu'il a pris de la cocaïne dont il ne savait pas comment la prendre, dont il ne sait pas comment elle est dosée, dont il ne sait pas qui lui a fourni,
on va dire que c'est une autre zone de risque qu'il ne faut pas négliger et qu'il ne faudrait pas sous-entendre que c'est comme ça. On laisse faire, on ne l'aborde pas parce que voilà, ça fait partie du rite initiatique. Non, 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 ça ne fait pas partie du rite initiatique. On leur donne pour maintenir la performance. Oui, pour qu'ils tiennent, pour qu'ils puissent faire la fête en même temps, pour qu'ils aient des bons résultats. Voilà. Et quelquefois, les jeunes, voilà, on l'a su par d'autres biais, en général par les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont allés témoigner auprès de forces de l'ordre en disant j'étais en stage, on m'a poussé à le faire en entreprise, je n'ai pas su dire non. Et quand on leur a dit, mais vous en avez parlé aux adultes ben oui, mais en gros, ça les gênait. C'est pas grave, mais après, on va perdre le lieu de stage, on va avoir des mauvaises relations avec cette entreprise. Voilà, donc voilà, une espèce de non-dit généralisé où tout le monde est un peu gêné. J'ai envie de dire que voilà, c'est interdit. Normalement, c'est article 40, c'est irresponsable, c'est tout ce qu'on veut. Mais peut-être que c'est des choses qu'on n'a pas osé questionner et voilà, délicatement qu'on peut poser et se dire voilà, comment on pourrait faire pour questionner aussi de l'école vers l'entreprise pour les jeunes que vous accueillez. Voilà, j'ai balayé, me semble-t-il, beaucoup de choses. Donc maintenant, je suis à votre disposition. Il n'y a pas de questions idiotes. Donc vous l'aurez compris, c'est quelque chose sur plusieurs années. Peu opérationnel, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas que pendant un an, vous réfléchissiez à faire des groupes de travail et puis que rien ne se fasse. On peut tout à fait envisager des choses qui se lancent tout de suite et puis on apprend en marchant, un peu ces méthodes agiles maintenant qu'on met en œuvre. En disant, voilà, on a essayé ça. Finalement, on était persuadé que ça serait pas mal, puis finalement, c'est un échec. Ce n'est pas grave. On aura essayé, on fait du retour d'expérience aussi de ce qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, on est plutôt dans ce mode de fonctionnement. On sait qu'il n'y aura pas des choses parfaites. Voilà, on veut du questionnement et puis on avance ensemble. Et comme vous avez vu, on a un temps de discussion à partir de la mi-juin pour l'AMI, c'est-à-dire après avoir déposé votre premier document, on peut y travailler ensemble. Oui, tout à fait. Et développer ensemble avec l'expertise de Valérie. Voilà. Alors, il y a des questions. Alors, je regarde. Oui. Alors, j'ai Amal Argou d'abord. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Amal. Bonjour. Je suis de Montpellier Business School. Désolée, j'étais en retard. Nous avons eu une alerte incendie. Et je voulais savoir si le support, je peux le trouver quelque part après, parce que j'ai raté. Oui, on va vous mettre à disposition et l'enregistrement du webinaire et le support. Ok, encore une fois, désolée, hein, nous avons eu une alerte incendie. Pas de souci. Merci. Adrien Oui, bonjour, du coup, je suis Adrien de l'ESCA. Je voulais vous poser une question par rapport aux délais qui sont dans l'appel à manifestation d'intérêt. Dans le projet tel qu'il est imaginé, normalement, il me semble qu'il faut déposer l'idée générale du projet en 4 à 5 pages d'ici à la fin du mois de mai, avec un budget minimum de 50 000 € pour le projet, budget global. Je trouve que c'est très court. Si on veut créer quelque chose en réseau avec d'autres écoles, d'autres campus, 50 000 €, c'est beaucoup de budget pour un budget de prévention. Hein, ça fait quand même c'est conséquent. Oui, surtout qu'on dit à partir de. Oui, construire quelque chose pluriannuel avec plusieurs écoles, etc. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant. J'aimerais vraiment qu'on essaie de développer ça sur un de nos campus. Mais je me permets de dire que je trouve les délais extrêmement courts, surtout sur une période où nous, au niveau des écoles de commerce, on est en train de faire passer les oraux de sélection, etc. C'est compliqué d'être prévenu aussi tard pour construire un projet, je le trouve cohérent. Même s'il y a après une étude supplémentaire et des discussions au mois de juin, c'est très compliqué pour nous de prendre le temps de faire ça. Je voulais savoir s'il était possible soit de décaler un peu, soit de voir comment est-ce que vous attendez vraiment, parce que on n'a pas envie de passer à côté de l'opportunité, mais malheureusement, si les délais sont aussi courts, ça va être complexe.
Alors, vous l'aurez compris, on n'est pas sur un appel à projet. On est sur un appel à manifestation d'intérêt et on a choisi ce formulaire et ce format volontairement au regard du délai. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est des ébauches et la manière dont vous allez un petit peu penser les choses. Voilà, on ne veut pas que les choses soient installées. C'est évident que dans le délai, vous n'aurez pas tous les partenaires assis autour de la table, tout de suite prêts en ordre de marche, etc. On est tout à fait conscient de ça. C'est pour ça que ce qu'on disait, c'est déjà voir vous qui ça peut concerner, quel type d'école ou pas vous pouvez associer, mais ça ne veut pas dire la liste exacte de toutes les associations locales, etc. On sait qu'entre le 31 mai et le début qui sera en septembre, tout ça va continuer à se construire. On ne veut pas que tout soit figé, définitif. Voilà. Si, par exemple, vous avez un retour de votre direction d'école qui dit « Oh ben non, moi, je n'ai pas envie de me lancer là-dedans, je ne veux pas toucher ni à ça, ni à ça, ni à ça, ni à ça », vous savez que ça va être un petit peu plus compliqué parce que nous, forcément, avec tout ce à quoi on touche, on veut surtout aussi une implication de la direction d'école et que ce ne soit pas à la vie étudiante de tout porter parce qu'il va y avoir des choses un petit peu compliquées vis-à-vis des personnels et autres. Donc voilà, au vu des axes, il faut aussi qu'il y ait un portage. Mais après, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que les choses, elles vont se construire en marchant. On sait très bien qu'au regard des délais, tout ne sera pas clairement défini avec un rétro-planning précis, etc. La première, c'est pour ça qu'on veut que 4-5 pages, en disant voilà comment on verrait un petit peu les choses, plutôt ça, plutôt plus de ça, plutôt moins de ça, plutôt ça, en étant honnête avec nous, parce que de toute façon on le verrait après, sur voilà là où on a commencé, voilà ce qu'on sait faire, sur quoi on peut s'appuyer, nous déjà. Mais voilà les trucs qu'on voudrait ouvrir. On aimerait bien le faire comme ça. On sait qu'autour, il y a cela et il va falloir trouver le moyen de les associer. Et donc, tout ça en 4-5 pages, ce n'est pas très long, 4-5 pages en réalité. Et après, nous, on va discuter aussi avec vous. C'est-à-dire que dans ce qu'on va pouvoir sentir de ce que vous allez nous faire passer dans ces 4-5 pages, on va rediscuter en disant ben non, ça ne va pas, ou non, ça nous intéresse, poussez ça, etc. Et puis après, il y aura aussi l'été pour faire avancer, etc. Donc voilà. Après, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr, et par expérience d'appel d'offres ou d'appel à projet ou d'AMI, quelquefois, plus on laisse de temps, les projets ne sont pas meilleurs. C'est triste à dire. Non, mais oui, ça je peux entendre. Voilà. Mais là, en plus, le mois de mai, cette année, avec quand même énormément de jours fériés, etc. Donc, c'est vrai que c'est un point particulier. Mais... Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et juste dernière petite question. Est-ce que la limite est vraiment de 50 000 ? Non, c'est à partir de… Oui, non, mais donc c'est la limite minimum, mais vraiment 50 000. Parce que quand je vois, par exemple, si admettons qu'on ne trouve pas de partenaires locaux pour d'autres écoles, etc., nous, notre plus gros campus fait 1800 étudiants, voire 2000. Oui, c'est un petit lycée, oui. C'est 2000 étudiants, 50 000 euros pour un projet, même sur 2-3 ans. 50 000 euros, c'est… Alors, ce n'est pas un projet, c'est ça le truc, si vous laissez. C'est toute une démarche aussi, c'est-à-dire oui, que… non, mais j'entends, voilà. Mais en fait, construire, alors réfléchir, je ne dis pas que je réfléchis pas à des projets pluriannuels, etc., l'idée n'est pas là, mais réfléchir à un projet d'ampleur qui doit faire minimum 50 000 euros pour un seul de nos campus, admettons, par exemple, c'est quelque chose qui est… Enfin, je trouve, en tous les cas, que c'est nous demander une grosse construction. Je ne dis pas que je n'ai pas envie de bosser, c'est pas ça, mais je trouve que c'est nous demander une grosse construction que nous demander 50 000 euros minimum en 3 semaines, voire même 2 semaines de boulot. Donc, c'est beaucoup. Voilà. Je me permets de le dire. Voilà. Après, c'est pas… Oui, non, mais on peut pas être d'accord, mais voilà. Après, bien évidemment, si je ne vais pas vous obliger à dépenser 50 000 pour 50 000. C'est ce qu'on voulait porter dans ce message, c'est qu'on ne voulait pas des toutes petites actions. Oui, non, mais j'entends bien. Voilà, de 3-4 000 euros. C'est derrière on voulait vraiment que ce soit une démarche globale. Oui, une démarche globale sur plusieurs années avec des projets d'ampleur. Une démarche globale, voilà. On sait que tout coûte.
Et donc, on voulait montrer qu'on avait une vraie ambition et donc on mettait les moyens. Parce que souvent, on nous dit on n'a pas de moyens. Donc, c'était le corollaire de ça. Non, non, mais oui. Évidemment, si vous me dites, moi, je vous fais un truc super, mais comme on est un petit campus, ça sera 30 000, on ne va pas rejeter, on va dire que ce n'est pas un critère Oui, non, non, mais j'entends. discriminant. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'était le message des 50 000, c'était on ne veut pas des tout petites choses parce que si on veut penser les choses globalement, etc., ça coûte du temps humain, il y a des outils derrière, il y a peut-être payer une intervention d'un vrai professionnel, etc., à décliner, voilà. C'était l'idée, en fait. Oui, ça nous pousse, nous, à avoir plus grand. Donc, vous avez raison d'un côté. Hein. Mais, voilà, c'était pour vous donner l'ambition et les moyens de cette ambition. En gros, c'était plutôt ça. Oui, j'entends. Effectivement, si vous dites, moi, j'ai un tout petit campus et puis à côté, c'est un tout petit campus aussi, et on se sent de faire un projet, mais qui sera à 35, on ne va pas mettre le projet de côté, on ne va pas ne pas lire en disant il ne rentre pas dans les critères, hein, bien évidemment. Si on a répondu à votre question, Adrien, on va en prendre une autre. Merci. Alors, Isabelle de Cavel, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Oui, c'est parfait. Bonjour, moi je représente l'Institut Agro Rennes-Angers. Et en fait, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit par Adrien. Je me permets de vous appeler par votre prénom. En fait, le délai est très court. Je trouve que la démarche est très, très intéressante, mais moi, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. On est en plein jury de recrutement de nos étudiants, plein jury de concours, et puis je vous en passe des meilleurs. Mais donc, pour le coup, si on pouvait desserrer le calendrier pour nous permettre de répondre à cette… parce que 4-5 pages, ça n'a l'air de rien, mais ça représente quand même un travail de réflexion, justement, si on veut réellement répondre de manière bien complète et intelligente, entre guillemets. Ça prend du temps. Et pour le coup, et je vous assure, 4 à 5 pages, eh bien, ça, c'est dans des délais aussi courts, en tout cas, de notre côté, ça me paraît un peu compliqué. Ça voudrait dire voilà, je voulais juste dire ça. Non, mais bien sûr, non, mais on entend. Hein. Moi, on n'est pas totalement fermé. Hein. Quand vous dites il faut plus de délai, qu'est-ce que vous entendez derrière ça? C'est quoi pour vous le délai idéal? Parce que, en gros, nous, si on a fait ce calendrier, c'est qu'on s'était dit que dès le milieu d'été, vous êtes tous partis où on va dire que les campus vont se fermer. Si on prend la marche arrière et qu'on veut qu'il y ait des choses quand même qui s'initient en septembre, que vous ayez des premiers versements financiers. Premier versement financier, ça veut dire qu'il faut avoir signé une convention, qu'il faut l'avoir co-rédigée ensemble avec un plan d'action, en tout cas au début un petit peu défini, pour pouvoir mettre dans les termes de cette convention. Donc ça fait des allers-retours. Voilà, au moins pour un début de première année. Donc, c'est pour ça que nous, on a fait un peu plus en rétro-planning, en se disant, si on veut, par exemple, dans certains endroits, pas rentrer la rentrée universitaire ou la rentrée étudiante, et pouvoir impulser des choses, même basiques, dès le début, ça veut dire qu'il faut avoir signé les conventions, qu'on a peur que vous ne soyez pas là cet été pour signer les conventions et pour que nous, on puisse faire le versement financier derrière, bien évidemment, parce que ça en fait partie, et qu'on puisse échanger ensemble un petit peu avant la rentrée. Voilà pourquoi on s'était donné ce délai. Mais ce que vous voulez, c'est combien de temps en plus? En fait, le délai, parce que le calendrier est contraint, il faut impérativement démarrer en septembre, c'est bien ça? Parce que nous, il y a déjà des actions qui sont enclenchées par nos différentes écoles sur ces thématiques. Donc, l'idée, c'est… justement, si on veut les faire évoluer et pouvoir réfléchir à des manières peut-être justement de les faire autrement, parce que je sais que pour beaucoup, vous faites de l'information des présidents, des associations, etc., mais qu'on puisse peut-être le questionner autrement, même dans sa forme, etc., et impulser
d'autres choses, on s'était dit que la rentrée était assez opportune, d'autant qu'on va avoir quelque chose à la rentrée qui va être ce que je disais, à partir du 8 septembre, il y a la Coupe du monde de rugby, qui peut, soit par les associations sportives, soit par faire, on va dire, un objet thématique à la fois festive, mais à la fois de prévention, qui peut être intéressante, en tout cas cette année. Alors, pour répondre à votre question, à votre question, alors, on n'est pas pu en échanger avec mon équipe interne, mais j'ai envie de dire que si nous avions, bien, je ne sais pas, moi, fin juin comme délai, alors quand je dis fin juin, ça pourrait être le 20 ou même ne serait-ce que le 20 juin, voilà, ça laisse quand même quelques semaines supplémentaires pour nous permettre de travailler ce projet. Voilà. Jusqu'à quand êtes-vous là après? Alors, quand vous dites vous répondez le 20 juin. Nous, il faut qu'on puisse derrière relire les projets, évidemment, et puis pouvoir continuer à échanger avec vous. C'est-à-dire, il faut bien 15 jours pour qu'on puisse revenir vers vous pour demander des précisions, pour mettre le doigt sur des choses qui nous interrogent ou pas. Jusqu'à quand êtes-vous là sur les campus pour faire tout ça et assurer la partie administrative d'une convention derrière? Fin juillet. Fin juillet. Enfin, ce qui est peut-être jouable, mais je parle. Mais ça, on va le faire valider. De toute façon, on le fera valider évidemment par le président. On reconfirmera tout ça. Là, on parle vraiment pour trouver des solutions pour que vous soyez un peu plus à l'aise avec le calendrier. Pour la CGE, on peut décaler, mais à toi de me dire aussi par rapport à tes contraintes, on peut décaler d'une semaine ou deux, grand maximum, quoi. Effectivement, fin juillet. De toute façon, la CGE est fermée à partir de fin juillet. Voilà, c'est ça, c'est que vous allez tous être plus ou moins fermés. Le 23 juillet, c'est fermé. Donc, il faut qu'on ait un petit peu de temps pour se retourner. Voilà. Et après, moi, je suis de retour mi-août. Donc, on peut commencer à travailler mi-août. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est comme je vous le dis de manière transparente. Voilà, parce qu'il y a la partie administrative, c'est-à-dire que nous, on ne versera que sous convention. Et une convention, c'est un acte juridique, hein, donc il faut quand même le temps. Voilà, on sait qu'il y a toujours un petit temps d'aller-retour. Il faut compter 2-3 semaines pour. Voilà, plus. Alors après, bon, nous, la mise en paiement, ça c'est autre chose, mais ça peut aller vite. Mais donc voilà, j'ai bien peur que pousser au-delà du 15 juin, ça puisse être compliqué ensuite pour la suite. Pour faire progresser vos projets, voilà, et impulser des choses. Et est-ce que, par exemple, dans ce que vous faites déjà, parce que vous faites plein de choses sur vos différents campus, il y a peut-être aussi le fait que vous faites des actions un peu ponctuelles ou liées, etc., que vous voudriez rendre plus global, c'est-à-dire peut-être intégrer ce que vous faites déjà et le compléter. Avec ce que vous aimeriez ajouter pour rendre la démarche plus globale. Enfin, je ne sais pas, je parle un peu dans le vide, mais dans le. Oui, explorer plein d'autres choses. L'idée, c'est d'aller tâtonner et d'explorer autre chose. Pas forcément de construire de début une démarche, mais inclure ce que vous faites déjà tout en le. En le re-questionnant en fonction aussi un peu des pistes que j'ai essayé de vous donner. Mais en tout cas, on est à votre disposition. En tout cas, on peut peut-être essayer jusqu'au 15 juin déjà. On peut peut-être décaler. Déjà, décaler d'une semaine, je crois que ça ne posera pas d'une. Oui, ça. Mais une semaine, c'est une semaine. C'est toujours ça de prix. On peut peut-être déjà au moins décaler d'une semaine, plus. Faut que je vois administrativement si ça peut rouler. Mais c'est déjà très bien. Merci en tout cas pour ce. Merci. On essaye. Merci à vous. Et puis, si votre document n'est pas finalisé ou pas aussi bien que vous l'auriez rêvé, je vous dis, comme c'est une démarche vraiment dans la co-construction, dans l'idée de la démarche agile, comme on le fait maintenant,
Voilà, de toute façon, entre le moment où vous déposerez et le moment où déjà il y a un premier copilotage, où les gens se mettront autour d'une table, etc., les choses évolueront. C'est aussi un peu l'intérêt de fonctionner avec une démarche comme ça. Donc, ne visez pas je vous dis, c'est bien pour ça qu'on a fait une version appel à manifestation d'intérêt, ne visez pas quelque chose d'hyper fin, cadré, ficelé, qui justement ne laisserait peut-être pas de place à l'innovation et à l'entrée de tout un tas d'approches ou de partenaires. Alors, il y a Ouais, je pardon, voulais juste vous Adrien, dire, je non, vous appelle en par fait, votre si jamais, prénom. si jamais c'est amené à être reproduit, reconduit peut-être pour dans 2-3 ans en fonction de ce qui est prévu, je pense qu'il faudrait plutôt le lancer peut-être en janvier parce qu'en fait, typiquement, nous, pour vous donner un ordre d'idée, on a eu une commission budgétaire la semaine dernière et donc, en fait, ça va être compliqué, par exemple, pour moi de rajouter des lignes pour financer un budget, par exemple, de 10-20 000 euros, rajouter une ligne pour l'année prochaine, c'est un petit peu compliqué. On va essayer de s'arranger, etc. Mais c'est vrai que du coup, on a des contraintes quand on réfléchit aux façons budgétaires, sur des plans pluriannuels. Il y a déjà des dossiers qui sont déposés, présentés, etc. sur des structures. Et on peut pas, entre guillemets, je dis pas qu'on remet tout à zéro, mais ça nous permet, votre appel à manifestation, de réfléchir à des nouvelles choses, ce qui est très intéressant. Mais on évolue dans un cadre qui n'est pas peut-être aussi souple que ce qu'on peut imaginer ou ce que vous pouvez parfois penser. L'État serait plus souple qu'une structure. Ben, je sais, avec humour. non, mais je sais pas, mais voilà. Mais après, du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant et je pense que ça va nous permettre de réfléchir à des. Je pense notamment autour de la stratégie. Nous, peut-être qu'on va partir sur un projet stratégie autour de la lutte contre le tabagisme, mais c'est très bien parce que ça nous permet d'ouvrir le champ des possibles. Mais c'est vrai que peut-être le commencer un peu plus tôt dans l'année, ça nous permet de réfléchir un peu plus à la question budgétaire, de se dire, bah voilà, sur l'année 2023, je repose ça dans mon agenda, dans mon organisation de travail, la façon dont je travaille en multicampus, etc. Voilà, c'est vrai que peut-être que mai, c'est pas Après, le vous meilleur pouvez des mois. proposer un projet qui commence en janvier Oui, oui, bien sûr. 2023. Oui, non, mais voilà. Ça Non, mais je vous le équilibre dis, c'est aussi. vrai que si au niveau budgétaire, si ça doit être refait dans 2-3 ans, lancer l'appel ou au moins les informations début janvier, ça nous permet de réfléchir voilà, de façon un peu plus posée que sur la période mai, juin, juillet, qui est, vous l'avez dit, contrainte par les congés de chacun, etc. Voilà. Donc, c'est comme ça, je vous le dis pour la prochaine Alors, fois. il n'y a pas de garantie. Moi, je vais être très, très honnête aussi. Il n'y a pas… ça va se terminer. Non, continue. Si vous m'entendez, il n'y a pas de garantie que ça puisse se renouveler. On a travaillé ensemble avec l'équipe de la direction de la CGE pour lancer toutes ces problématiques. Voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qui va se renouveler. Parce que la MILDECA a des budgets qui varient, puisque une partie des budgets de la MILDECA, et du coup, ça me permet de vous l'expliquer, arrive de ce qu'on appelle du fonds de concours drogue, c'est-à-dire que c'est les saisies des avoirs criminels qui sont vendus. Vous en avez peut-être entendu parler parce que cette année, il y a eu une communication là-dessus. C'est la vente aux enchères des avoirs criminels qui a eu lieu donc par les domaines la semaine dernière. Voilà, il y avait des belles voitures, il y avait des belles choses très chères qui, à la vente, sont réinvestis, une forme de cercle vertueux, sont réinvestis pour faire de la prévention. Donc, une partie de ce budget va aux régaliens, police, justice, gendarmerie, douane, et va à la MILDECA pour faire des actions de prévention. Et donc, c'est à partir de ça qu'on peut se permettre de le dépenser, et on est comme l'État sur des budgets annuels. Donc là, cette année, je suis passée, moi, j'ai défendu le dossier, et merci à DIEC de m'avoir aidé auprès d'une commission pour pouvoir avoir un gros budget pour vous. Je ne peux pas renouveler l'année. Voilà, on ne va pas se lancer dans quelque chose qui va être répétitif. C'est plus complexe que ça dans nos modes de fonctionnement. On est sur de l'expérimental pour du retour d'expérience qui puisse ensuite se généraliser. Et pour accompagner cet aspect plus expérimental, plus novateur, voilà. D'où l'AMI aussi. On finance, et d'où l'AMI pour pas que ce soit trop cadré. Oh, j'ai vu des magnifiques voitures. Oui, c'est triste en même temps.
D'accord, mais c'est intéressant ce réinvestissement. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres demandes de précision. De toute façon, on va discuter avec Valérie de nouveau du calendrier. On va essayer de… Déjà, on a acté qu'on allait décaler Voilà, d'une d'une semaine. semaine. Voilà. Puis Donc, je vous après, renverrai un calendrier avec les dates précises, etc., pour qu'il n'y ait pas de confusion. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, après, les questions peuvent venir après par mail et puis on y répondra. Bien sûr, de toute façon. on est à votre dispo, on est à votre écoute. Donc, si vous avez des questions, quand vous prendrez en main l'AMI et que vous y réfléchirez, on est là, il n'y a pas de souci. On est plutôt assez réactif par mail, donc n'hésitez pas. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Oui. Je me suis absentée de 5 petites minutes, donc vous l'avez peut-être abordé, mais en fait, nous avons plusieurs campus, en fait. Nous sommes une école constituée de plusieurs campus. Est-ce que la réponse à l'AMI doit se faire plutôt à l'échelle des campus, enfin à l'échelle des écoles, ou à l'échelle en ce qui nous concerne de notre institut, qui regroupe 3 écoles. Vous avez la totale liberté en la matière. D'accord. La contrainte que nous avons et que voilà, qu'on veut que vous preniez en compte, c'est l'implantation locale et c'est-à-dire de travailler avec tous les partenaires locaux. Donc, soit Rennes-Angers, c'est à la fois pas loin et à la fois pas tout près et pas tout à fait les mêmes partenaires. Donc, ça peut être les deux. Non, alors vous avez répondu. Vous avez répondu, puisque c'est quand même l'ancrage local qui est… Ça peut être une politique. Vous pouvez dégager une politique de prévention sur vos écoles, c'est-à-dire vos instituts, tout en ayant en même temps des spécificités locales parce que ancrage local. Et que forcément à Rennes et Angers, vous n'aurez pas, il y en a, vous aurez peut-être un XAPA, et puis l'autre, et puis il y en a, vous aurez peut-être la métropole, et puis l'autre, la ville, mais ça n'empêche pas une vision globale pour l'ensemble de votre institut. Après, ça peut aussi se défendre, même en termes de vis-à-vis soit des étudiants, soit des professionnels, en disant, nous, on a des démarches, c'est aussi une valorisation que vous pourrez ensuite avoir et valoriser, et ça peut être intéressant aussi. Imaginez des échanges. Oui, voilà. Plein de choses. Merci. Des questions, des commentaires? Non, il n'y a pas sur le chat. Demande d'envoi de ton beau PowerPoint que j'enverrai rapidement. Voilà, il n'y a pas de… Peut-être un dernier mot pour la route. En tout cas, amusez-vous surtout. Faites-vous plaisir, ouvrez les champs des possibles, sortez du cadre. Ne vous interdisez rien dans les projets, dans la manière d'aborder les choses. Moi, j'ai quand même une question qui arrive un peu en dernière. Autour de comment traiter le fait qu'on sait aussi qu'interdire parfois amène des détournements, c'est-à-dire qu'on va contourner l'interdit. Et je pense qu'autour de la question de cette interdiction du tabac, un campus sans tabac, etc., moi j'ai vraiment des questions sur comment est-ce qu'on fait passer le message pour que ce ne soit pas perçu comme une interdiction et donc un truc à contourner, mais bien comme quelque chose qui fait vraiment communauté et où finalement l'ensemble adhère, l'ensemble de l'établissement, de ses usagers, etc., adhère à cette prévention-là. C'est une vraie question. Je pense que c'est… Bien sûr. C'est une vraie question des politiques publiques. La plupart du temps. Voilà. En fait, c'est une vraie question. C'est là-dessus que j'aurais une réflexion où je me pose des questions de comment faire passer la chose, en fait.
Voilà. En fait, un des éléments de réponse, c'est ce que je vous expliquais un petit peu, et c'est ce que la politique publique a un peu fait sur le tabac. C'est-à-dire que elle ne s'est pas limitée à une simple interdiction. Parce qu'on sait qu'il ne suffit pas d'interdire pour que les gens arrêtent de fumer, parce que face à une addiction, il ne suffit pas de dire aux gens « t'as qu'à, prends sur toi, fais un effort », voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est d'induire petit à petit des prises de conscience. Et puis, pour interdire, il faut aussi de l'accompagnement. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut un campus sans tabac, ça veut dire aussi accompagner les gens vers des consultations de tabac, d'arrêt du tabac gratuites, des aides comme, par exemple, le mois sans tabac. C'est-à-dire, ça peut être des défis. On ne passe pas d'un campus avec tabac à un campus sans tabac comme ça, en le décrétant. C'est, tiens, on va interdire telle ou telle zone en test et à côté de ça, on va accompagner l'arrêt du tabac pour ceux qui en auraient besoin avec des consultations confidentielles et gratuites. Il faut toujours avoir un mode d'accompagnement parce que c'est difficile d'arrêter de fumer. Et puis, c'est aussi avec des discours qui ne sont jamais stigmatisants. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à arrêter de fumer, oui, c'est normal. Ce n'est pas simple, il faut plusieurs essais. Ça peut être des défis. C'est ce qui s'est fait, par exemple, quand on fait le Dry January ou même le mois sans tabac. C'est super, j'ai arrêté et au bout de 3 jours, voilà les effets positifs que j'en retire. C'est créer des applis d'aide, c'est de l'entraide. Voilà, c'est tout ça, en fait, un campus sans tabac. Et après, on peut l'afficher sans tabac, j'ai envie de dire, presque sans passer par l'interdiction. C'est attention, on voudrait se lancer ce défi, venez participer, expliquer pourquoi on le fait. Voilà, c'est toutes les actions qui vont être dans l'accompagnement autour qui vont faire que ça marche. Très bien, c'est clair. Et alors, pour ça, les outils existent. Hein. Il y a beaucoup d'outils. Santé publique France met en accès libre, si vous allez sur les sites Moi sans tabac, il y a même la courbe où si je consomme la courbe des dépenses, il y a l'application et puis on voit aussi avec le petit livret jour par jour tout ce que je gagne même en termes de santé, etc. Voilà, n'hésitez pas, moi je pourrais vous redonner les liens pour… Et sur les démarches, il y a, je crois que c'est Addict Aid qui a fait des choses en lien sur les professionnels pour arrêter, par exemple, ou diminuer les pots sans alcool. De tous les bénéfices et puis peut-être les idées parfois au sein des entreprises. À la Mildeka, évidemment, vous pensez bien qu'on incarne en tout cas le non-alcool, en tout cas sur le milieu du travail, hein, puisque ce n'est pas autorisé. Et on a, on fait des petits déjeuners, on fait des brunchs, on teste des recettes, etc. Et j'ai pu accompagner aussi certaines communes, des petites communes qui, au titre de l'économie et de la crise, mais aussi au titre de la volonté de ne pas voir les administrés repartir avec un verre d'alcool sur les routes, ont fait cette année pour la première fois des vœux du maire sans alcool, avec des très très belles présentations, du chaud, tout autant qu'on peut en faire quand on prépare des cocktails avec alcool. Et ça, finalement, contre toute attente, les gens étaient plutôt contents. Donc, le maire recommence l'année prochaine. Et il faut faire des essais, ça ne marche pas tout le temps, mais il y a des tentatives, j'ai envie de dire. Entendu. Pas de questions sur le chat. Merci Aline pour cette question. Donc, le mot de la fin pour de vrai. Je vous dis, faites-vous plaisir, inventez. Voilà. On est prêt à vous accompagner pour tout. On va voir pour changer les délais parce que ça serait dommage de ne pas en profiter, de ne pas venir travailler avec nous. Oui, je vous envoie le plus rapidement possible, au plus tard en début de semaine prochaine. On est jeudi, hein? Oui, on est jeudi. Oui. Donc, au plus tard, mardi, toutes les informations actualisées.
Et puis voilà, on est à votre disposition, Valérie et moi, si on peut vous orienter, répondre à des questions, n'hésitez pas surtout. Et puis merci pour votre participation. On avait un